Voilà, on va passer à la suite. Je vous présente Anja Zollinger, qui a un bachelor en agronomie, option sciences équines. Elle a fait ça à la Haute École des sciences agronomiques à Zollikofen. Elle est actuellement collaboratrice scientifique pour Agroscope ou Ara National, de l'autre côté de la route. Donc c'est notre voisine. Les voisins, oui. Oui, elle est chargée de cours aussi à différents endroits. Alors je te donne la parole. Merci. Bonjour à tous de ma part aussi. Bienvenue à cette chouette journée. C'est aussi un sujet qui me tient très à cœur, donc je suis vraiment très contente que cette journée ait lieu et surtout que vous soyez venus si nombreux. Si vous ne vivez pas dans une grotte complètement à l'écart d'Internet, des réseaux sociaux et des journaux, il ne vous a pas échappé que la société elle est de plus en plus sensible aux questions relatives au bien-être animal. Il y a quand même une part de plus en plus grande de la population qui fait un peu plus attention à ce qu'elle achète, qui regarde un peu les labels, par exemple quand on achète de la viande, comment les animaux ont été détenus, etc. Par contre, on constate encore toujours que, de manière générale, on a une espèce de hiérarchisation entre les animaux. Donc pour la plupart des gens, le chien et le chat, ça a comme une valeur plus grande, ou ça a une place plus importante pour nous qu'une poule ou bien même un mouton. Bien sûr, il y a aussi des gens qui voient les choses autrement. Par exemple, on sait qu'en Inde, la vache, ce serait un animal sacré, puis qu'il y a des pays où on mange du chien. Donc il faut toujours garder à l'esprit que cette façon de percevoir l'animal, ce que nous on entend par bien-être et respect de l'animal, quels animaux ont plus de valeur que les autres, ça dépend bien sûr de l'éthique personnelle de chaque personne, et puis ça dépend aussi du milieu socio-culturel, il y a peut-être aussi des différences entre les gens de la ville ou de la campagne. Les agriculteurs ou les fils d'agriculteurs, ils ne verront peut-être pas les choses de la même chose que pur citadin. Et il y a peut-être aussi des différences intergénérationnelles aussi dans la façon de voir les animaux. Je ne sais pas, je pose juste comme ça, la phrase comme ça. Ce mouvement de société général vers une meilleure prise en compte du bien-être des animaux et de leurs émotions, bien, ça touche également la branche équine. Aujourd'hui, beaucoup de gens décrivent le cheval comme un partenaire de loisirs, un ami, même souvent comme un membre de la famille. Donc pour beaucoup d'équitants ou de gens qui ont affaire avec le cheval, il est plus ou pas perçu comme un animal de rente, au même titre qu'une vache ou qu'un porc. Mais il a vraiment obtenu pour beaucoup de gens le statut d'animal de compagnie, un peu au même titre qu'un chien ou un chat. Cette nouvelle façon de percevoir le cheval, elle a plusieurs conséquences visibles, comme par exemple, pour beaucoup de gens, le refus de consommer de la viande chevaline. On voit aussi par exemple de plus en plus d'écuries qui sont spécialisées dans la retraite pour vieux chevaux, donc on veut garder les vieux chevaux le plus longtemps possible. On voit aussi de plus en plus d'aliments sur le marché exprès pour les vieux chevaux. On voit aussi beaucoup de gens, de propriétaires de chevaux qui sont à la recherche un peu d'alternatives pour les conditions d'hébergement. Je ne sais pas, mettre plus les chevaux en groupe, les paddock paradise, etc. Ça vient de plus en plus. Et aussi un peu, c'est pas vraiment une nouvelle tendance, ça fait déjà plus que 20 ans, une trentaine d'années qu'on remet un petit peu en cause, on remet un peu en question les méthodes d'entraînement un peu traditionnelles ou conventionnelles avec les chevaux, de même que l'alimentation et puis le mode d'hébergement des chevaux. Parallèlement à ça, il y a de plus en plus de voix critiques qui s'élèvent contre les abus dans l'utilisation des chevaux. Donc ça peut être contre certaines disciplines équestres, ça peut être contre certaines pratiques, la critique de méthodes d'entraînement qui utilisent l'hyperflexion, par exemple. Ça peut être aussi des critiques de certaines méthodes d'entraînement, de certaines pièces de harnachement. On discute de plus en plus du serrage des museroles, les éperons. Est-ce que c'est respectueux de l'animal d'utiliser des éperons? Ou bien les morts, tous les dispositifs qu'on met dans la bouche, les enraînements, etc. Donc c'est des choses dont on discute de plus en plus. Et ce qui est assez intéressant, en tout cas ce qu'on peut noter, c'est que cette critique, elle vient non seulement des activistes de la protection des animaux,
mais elle vient également de membres de la branche équine elle-même. Donc il y a aussi des critiques et des voix qui s'élèvent à l'intérieur du monde du cheval, et pas juste les extrémistes qui critiquaient déjà avant. Certains de ces mouvements, ils vont vraiment même jusqu'au rejet total de l'utilisation du cheval et de l'équitation. Et je pense que c'est quand même important pour nous de prendre conscience de ça, parce que quand on est entre nous, dans notre monde du cheval, nos amis sont dans le monde du cheval, notre famille peut-être aussi, peut-être des fois aussi nos collègues de travail, et puis des fois on passe peut-être un peu à côté de ce qui se passe en dehors de ce monde-là, où pour certaines personnes, c'est carrément plus acceptable de monter sur un cheval, ou encore moins de le manger ou autre. Donc vous avez certainement vu passer ou entendu ce qui s'est passé à Rotterdam, là. Enfin, vous voyez. C'était un mouvement vegan, donc antispéciste, qui est venu faire une manifestation en plein pendant la finale du championnat d'Europe à Rotterdam. C'était fin août. Et puis on voit aussi passer, c'est beaucoup sur les réseaux sociaux, mais on en parle de plus en plus. Vous voyez là, typiquement, c'est vraiment une pub ou un flyer d'une association végane qui veut vraiment militer pour interdire l'équitation. Donc on n'est plus seulement à interdire de manger des chevaux. Les mouvements de protection des animaux, ça existe depuis toujours. Là, vous voyez une affiche qui date de 1890. Donc là, vous voyez, c'était à l'époque... ils militaient pour qu'on n'utilise pas cet enraînement qui tient la tête du cheval un peu en haut pour qu'il soit plus classe quand il tire la charge. Mais c'est une campagne de sensibilisation qui voulait inciter les cochers à l'époque de laisser le cheval plus libre pour qu'il puisse plus facilement tirer la charge. Donc des mouvements de protection des animaux, ça existe depuis toujours. Mais bien sûr, aujourd'hui, ces différents mouvements, ils disposent de moyens de communication plus efficaces qui peuvent toucher un très grand public très rapidement. Chacun peut faire des photos, des vidéos, créer un petit flyer et le partager pour un très grand nombre de personnes. Et chaque scandale qui éclate, il y en a plusieurs fois par année des scandales qui touchent le monde du cheval. Et ça accentue encore ce phénomène. Et puis, ça va carrément après... en dehors du monde du cheval. Donc il commence à y avoir des pressions et on commence à en parler au-delà de la branche équine. Du coup, j'avais envie d'articuler un petit peu ma présentation sur cette question-là. Finalement, est-ce que travailler son cheval, donc l'utiliser, le monter, l'atteler, l'élever, etc., est-ce que c'est possible de le faire en respectant l'animal? Est-ce que c'est quelque chose qui, éthiquement, aujourd'hui, est encore acceptable? Alors évidemment, en réalité, je ne me pose pas vraiment la question et je pense que tout le monde dans la salle répondrait oui à cette question-là. C'est possible de travailler le cheval, d'interagir avec lui dans le respect. Par contre, là où on ne sera peut-être pas tous d'accord dans cette salle et dans le grand monde du cheval, c'est qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Quelles sont les pratiques qui sont compatibles avec le respect du cheval? J'aime beaucoup cette image, malheureusement je ne sais pas... j'ai pas la... Si quelqu'un sait d'où elle vient, dites-le moi et je lui demande un poster. Il faut vraiment qu'on ait une discussion sur quelles pratiques doivent être condamnées au nom du bien-être du cheval, quelles méthodes doivent être favorisées, quelles méthodes on enseigne de manière officielle, par exemple, les professionnels du cheval, quelles méthodes ils doivent apprendre, un apprenti, quelle méthode il doit apprendre pour travailler les chevaux. Et puis, bien sûr, la réponse à cette question-là, elle dépend vraiment de notre point de vue, elle dépend de notre éducation, de notre éthique personnelle, qui peut aussi évoluer au cours du temps. Ça dépend aussi du gourou qu'on a décidé de suivre en ce moment, ça peut aussi changer lequel on suit. Ça dépend du milieu équestre dans lequel on évolue, ça dépend de notre culture équestre, de nos connaissances. Donc c'est vraiment une vaste question de savoir comment on doit faire pour que l'utilisation du cheval et puis bien-être de l'animal soient compatibles. Alors, dans un monde idéal, je dis un peu sur le modèle politique suisse, on se mettrait tous autour d'une table, chacun amènerait ses arguments qui seraient issus de notre expérience pratique, un petit peu de bon sens pour saupoudrer tout ça,
des résultats d'études scientifiques, mais qu'on regarde toujours un petit peu avec un esprit critique, une bonne dose d'éthique, des pesées d'intérêt, etc. Et on mélangerait tout ça, après des longues discussions, on arriverait à se mettre d'accord sur quelques principes à respecter pour assurer le respect du cheval pendant son utilisation et quand on interagit avec lui. J'ai commencé mon speech en disant, cette slide en disant que ça serait dans un monde idéal, comme ça. Et c'est cette mission presque impossible que s'est donnée l'ISES ou l'ICIS, dont Hélène vous a parlé juste avant. Donc en fait, c'est vraiment une association qui a mis ensemble des chercheurs, des scientifiques, des éthiciens, etc. Et j'aimerais quand même préciser que une grande partie des chercheurs qui font partie de cette association, c'est aussi des gens de la pratique. C'est aussi des gens qui montent à cheval, qui entraînent des chevaux, qui ont eux-mêmes des chevaux. Donc c'est quand même pas que des petits scientifiques en cravate, c'est quand même des gens du milieu du cheval vraiment. Et cette association, ensemble, en discutant, ils ont publié la fameuse liste des 10 principes à respecter pour favoriser le bien-être du cheval pendant l'entraînement. Et ce n'est pas seulement pour favoriser son bien-être, mais c'est aussi dans une idée d'efficacité et de performance du cheval. Et ça, c'est vraiment important. Donc ces principes, ils n'ont pas été que réfléchis et édités et publiés dans une idée de uniquement bien-être du cheval, mais il y a quand même toujours une idée derrière que ça soit efficace et que le cheval soit performant. Donc, ces 10 principes qu'on va regarder ensemble un peu plus précisément maintenant, c'est le fruit d'un consensus entre expérience pratique, études scientifiques et réflexion éthique. Voilà. Ce qui est intéressant, vous allez sûrement le voir, et si vous n'êtes pas d'accord, vous pourrez le dire aussi, mais il semblerait que ces principes ils soient applicables quelle que soit l'activité qu'on a avec le cheval, en fait, quelle que soit la discipline qu'on fait, si on fait de l'équitation américaine ou plutôt anglaise, ou du dressage ou du saut, c'est des principes qui sont assez universels pour que ça puisse s'appliquer à toutes les activités qu'on fait avec le cheval. Donc, le premier principe, Hélène en a déjà parlé un petit peu, mais tenir compte du comportement naturel du cheval, c'est vraiment un point qui est essentiel. Il faut quand même qu'on pense aux 20-23 autres heures de la journée où on n'est pas en train d'interagir vraiment avec le cheval. Donc les conditions d'hébergement du cheval doivent lui permettre d'exprimer son comportement naturel et puis de satisfaire ses besoins fondamentaux. Donc ça, vous les connaissez, je ne vais pas entrer dans les détails, mais le cheval, il a besoin de pouvoir manger pendant 16 heures par jour, réparties sur le jour et la nuit. Manger, la prise de nourriture, il le fait en mouvement. Donc le cheval, il a besoin de pouvoir se déplacer tranquillement au pas, pratiquement aussi 24 heures sur 24. Le cheval, il apprécie aussi d'avoir une vue dégagée, de pouvoir surveiller son environnement, de voir ce qui se passe. Les contacts sociaux avec les congénères, c'est pas juste un petit bonus, c'est vraiment quelque chose d'absolument essentiel pour le bien-être d'un cheval. Et puis les contacts sociaux, c'est bien, et les chevaux, ils vivent en groupe, ça vous le savez, tout le monde le dit, mais on a entendu, ils vivent en groupe sur des centaines et des milliers d'hectares. Donc à partir du moment où on veut faire vivre les chevaux en groupe dans des petits enclos comme chez nous, ça devient un challenge. Il faut aussi pouvoir leur donner la possibilité de s'isoler, de se retirer, de s'éloigner des autres chevaux. Parce que dans la nature, quand il y a un conflit social ou quand le cheval il a besoin d'éviter un autre, ben, il a 300 hectares pour faire un détour. Ils ne font jamais 300 hectares de détour, mais disons que dans des petites surfaces comme ça, ben c'est un vrai challenge finalement de pouvoir leur offrir tout ça. Mais c'est un challenge qu'on doit relever et c'est vraiment important. Si les besoins fondamentaux ne sont pas couverts, on va forcément avoir des problèmes de santé, mais aussi des difficultés à l'entraînement après. Des problèmes de comportement, un cheval complètement surexcité parce qu'il n'a pas pu bouger assez dans son système de détention où il vient de passer une vingtaine d'heures. On va avoir des problèmes d'ulcères si l'alimentation n'est pas adaptée, des problèmes respiratoires si les bâtiments ne sont pas bien aérés. On va avoir des chevaux qui sont complètement excités à la vue d'autres chevaux parce qu'ils n'ont pas appris à interagir comme il faut avec d'autres chevaux, etc. Enfin, juste, vous le savez tout ça, mais juste pour qu'on n'oublie pas que si on a des problèmes ou si on a des difficultés pendant l'entraînement avec le cheval, eh ben, il y a peut-être aussi des causes qui sont à chercher ici. Mais juste encore donner un exemple par rapport à ces
les sens du cheval et puis pourquoi c'est important pour nous. On sait que le cheval il a évolué pendant des millions d'années dans des vastes steppes avec peu de possibilités pour se cacher. Donc en tant que proie, il doit être vraiment attentif à toutes les petites choses qui changent dans son environnement pour pouvoir détecter les prédateurs potentiels et y réagir de manière adéquate. Du coup, le cheval, même s'il nous ressemble pour beaucoup de choses, mais il ne perçoit quand même pas son environnement comme nous. Donc tout son organisme, tous ses sens, ils sont vraiment adaptés pour surveiller l'environnement et détecter les moindres petits changements. Il a bien sûr un système cardiovasculaire qui est hyper performant pour pouvoir fuir s'il y a besoin, une grande capacité pulmonaire, etc., des jambes solides pour courir. Et il a aussi une ouïe et un odorat qui sont plus développés que l'humain. Là, je voulais évoquer brièvement la vision, parce que contrairement à nous, le cheval il a un champ de vision qui est presque de l'ordre de 360 degrés, donc il voit vraiment très bien. Mais une chose qu'on oublie aussi parfois, c'est que contrairement à nous, le cheval il a vraiment les yeux qui sont des deux côtés de la tête, donc à gauche et à droite de la tête, et pas comme nous, proches l'un de l'autre. Ça veut dire que concrètement, on peut tous le faire si on met les mains comme ça. Je veux tous vous voir mettre les mains comme ça. Si on met les mains comme ça, on remarque tout de suite cet angle mort qu'on a juste devant nous. Donc c'est quelque chose à prendre en compte aussi quand on travaille le cheval. Si on lui présente, je sais pas, un stick juste devant lui, c'est possible que ça puisse l'inquiéter. Ou bien le réflexe, souvent les gens qui connaissent peu les chevaux, leur premier réflexe quand ils se retrouvent face à un cheval, c'est d'aller mettre la main pile entre les deux yeux sur le front. C'est quelque chose qui... Ça demande quand même un grand niveau de conscience du cheval pour laisser quelque chose s'approcher pile à l'angle mort où il ne voit pas ce qui va se passer. Donc c'est toutes des petites choses comme ça dont il faut être conscient pour l'entraînement. Un autre point qui est important, c'est que, comme vous le savez, c'est seulement dans le champ visuel binoculaire que le cheval, que n'importe quel être vivant peut voir en 3 dimensions. Ça veut dire toute cette partie à gauche et à droite, il voit seulement avec un œil, c'est une vision binoculaire, et du coup là, le cheval il a de la peine à... Monoculaire, merci. Là, le cheval il a de la peine à évaluer la distance. Donc quand il y a des choses qui arrivent, ça peut l'inquiéter beaucoup plus que ce qu'on trouverait raisonnable, parce qu'il voit qu'il y a quelque chose qui a bougé. La vision elle est aussi moins nette, comme ça en périphérie, et du coup on peut comme ça mieux comprendre pourquoi il y a des choses qui les inquiètent, où on se dit, ouais bon attends là, franchement, c'est juste un petit oiseau qui s'est envolé. Quand on interagit avec les chevaux, on se rend aussi très vite compte que c'est des animaux qui sont sensibles et puis de nature quand même plutôt anxieuse. C'est aussi lié vraiment à leur statut de proie. Et quand on parle de respect du cheval, c'est important pour l'humain d'être capable de reconnaître les signes de douleur, d'inconfort et d'anxiété chez le cheval. Parce que comme ça, on va pouvoir un peu s'adapter et puis on va éviter de faire au cheval des choses qui lui font mal, par exemple. Qu'est-ce que vous connaissez comme signe de douleur, d'inconfort ou de stress chez le cheval? Ouais. Ouais. Plus concrètement? Ouais. Ouais. Ouais, donc on voit plus de blanc, des fois la forme de l'œil elle change aussi, ouais. Ouais, la posture aussi. Les naseaux. D'autres? Signes de douleur ou d'inconfort? Et boite, ouais. Où il se retient, où il est moins souple. Ouais. Ouais. Les oreilles, souvent qui se mettent plus vers l'arrière. Les grincements de dents. Donc ça va, vous êtes déjà bien au point. Donc c'est vraiment une condition d'être capable d'évaluer l'état émotionnel de son cheval, de façon à pouvoir déjà éviter de générer de la douleur et de l'anxiété, parce qu'on n'a pas envie de faire souffrir notre cheval ou de le stresser plus que de raison. Et comme ça nous permet d'adapter l'entraînement en fonction de son état émotionnel
Et puis aussi, si je sais voir quand mon cheval va bien ou pas bien, je peux aussi favoriser un état émotionnel plus positif chez mon cheval pendant que j'interagis avec lui. Adapter l'entraînement en fonction de l'état émotionnel, c'est un point très très important parce que je ne vais pas me comporter de la même manière avec un cheval qui est tétanisé, qui ne bouge pas parce qu'il a peur. Je ne vais pas me comporter de la même manière qu'avec un cheval qui est comme ça, qui a la flemme et qui n'a juste pas envie de bouger. Il y en a un que je vais devoir rassurer et il y en a un que je vais devoir motiver. Ça aussi, le dire comme ça dans une salle de classe, ça paraît évident, mais en pratique, des fois, on n'y fait peut-être pas assez attention. Il y a pas mal de recherches qui a été faites sur tous les animaux. Ça a d'ailleurs commencé d'abord chez les enfants, chez les nouveau-nés, de comment la douleur elle est exprimée dans la mimique. Donc vraiment à travers les plissements des yeux et les naseaux, la bouche, etc. Sur le visage. Ces dernières années, il y a aussi des études qui ont été faites spécifiquement avec les chevaux et c'est des indicateurs maintenant qui ont vraiment été validés et qui sont utilisés en pratique dans plusieurs cliniques vétérinaires. Ils ont carrément mis ça aussi sur une application qui permet aux vétérinaires de mieux adapter les quantités d'antidouleurs qu'ils donnent aux chevaux, par exemple. Là, je vous ai mis, les dessins sont issus d'une publication scientifique qui a vraiment décrit systématiquement ces mimiques de douleur. Et puis, je vous ai mis les photos. Je trouve qu'elles sont assez parlantes parce qu'on voit bien que ça existe en vrai. Un dessin, c'est toujours facile à faire, mais disons, une fois qu'on trouve la photo qui va avec, ça aide aussi. Donc, qu'est-ce que vous voyez là comme points flagrants qui peuvent être liés à la douleur si on compare le visage de ces deux chevaux? Donc un point qui est assez flagrant, c'est la forme des yeux. Donc on voit vraiment l'œil qui devient de forme plus triangulaire. Et puis il y a comme des rides au-dessus des yeux qui se forment de façon triangulaire comme ça. Au niveau les oreilles, elles sont dans une douleur plutôt aiguë. Les oreilles, elles sont sur le côté avec le conduit auditif qui est plutôt tourné vers le côté et vers l'arrière. Le regard aussi, vous l'avez dit très bien avant, le regard, il dit beaucoup. Souvent, c'est un regard qui est plutôt fixe ou même tourné vers l'intérieur. Le cheval, il est comme... Ouais, on dit le regard un peu vide ou un peu absent. Un autre point qui est important, c'est les contractions musculaires dans le visage. En principe, on peut assez bien distinguer la musculature masticatoire qui est tendue. On voit que ça forme comme des grandes lignes qui sont crispées. Et puis, le bout du nez change de forme aussi. Vous voyez que c'est beaucoup... C'est chiant ce truc. Vous voyez que c'est beaucoup plus anguleux. Hein. On voit que le menton, il est plus prononcé, le menton est plus pointu. Et puis, devant les naseaux, c'est moins rond que chez un cheval qui va bien. Et les naseaux, ce qu'on peut observer, c'est que le tour du naseau, il devient plus proéminent. Ça fait comme une petite saucisse comme ça autour du naseau. On avait trouvé un bon mot avec Hélène, mais je l'ai déjà oublié. La saucisse autour des naseaux. Ensuite, maintenant, la recherche scientifique, elle essaye parce que pour la douleur, c'est bien établi, et maintenant, on essaye de trouver des traits de mimique qui sont identifiables pour un œil humain, pour d'autres émotions, pour d'autres émotions négatives, mais peut-être aussi pour d'autres émotions positives, pour qu'on puisse, nous, mieux évaluer l'état émotionnel du cheval. Donc là, vous avez stress, c'est un grand mot, hein, ça peut être un stress juste parce que le cheval il est en plein effort et le métabolisme il est à fond. Ça peut être stress d'un cheval qui a peur. Donc c'est un grand mot fourre-tout. Mais là aussi, si on observe bien, on arrive à trouver, en regardant des images ou des vidéos de chevaux qui sont visiblement stressés, on arrive vraiment à trouver des éléments de la mimique qu'on peut identifier. Et il n'y a pas besoin d'être scientifique ou vétérinaire pour le voir. Donc là, de nouveau, on voit bien la forme des yeux plutôt triangulaire. On voit la musculature masticatoire, là, elle est proéminente, on la voit. Et là, c'est un cheval qui est juste au pré. Hein. En l'occurrence, c'est un cheval qui est je crois que... Ouais, je me souviens... Enfin, bref. Disons que ce n'est pas un cheval qui est à l'effort, contrairement à ce côté-là. On voit bien aussi cette forme
anguleuses du bout du nez, les naseaux dilatés. Et aussi, les oreilles, cette fois, elles sont un peu moins sur le côté, mais un petit peu plus sur l'arrière. Et l'orifice auditif, il est plus tourné vers l'arrière que vers le bas. Un autre point qu'on peut observer, c'est le plissement des lèvres, les lèvres plus pincées, les petites rides au coin des lèvres, etc. Donc il y a vraiment des choses, je ne vais pas vous donner un cours de lecture de mimique maintenant, mais c'est vraiment des éléments qui sont assez prometteurs et il y a de la recherche qui est en cours là-dedans pour nous aider à mieux évaluer comment un cheval il se sent et éventuellement quelle émotion il est en train de ressentir à ce moment-là. Et cette mimique-là, vous la connaissez ? Ouais, c'est ça. Quand on la regarde comme ça, on pourrait se dire « Ah bon, il y a le blanc de l'œil, donc ça doit être un truc négatif. Là, c'est quand même anguleux, hein, son bout du nez. Bon, les lèvres, elles ont l'air un peu pincées, mais là, ça va. Les oreilles, elles sont plutôt vers l'arrière. Bon, l'orifice auditif, il est quand même plutôt vers l'avant. Par contre, les yeux sont vraiment bien ronds. Là, on ne voit pas l'œil triangulaire. Et là, en l'occurrence, c'était juste un poulain que j'étais en train de gratouiller. Un poulain. Donc, c'est pour vous dire que c'est pas si facile que ça d'évaluer la mimique. Et puis, bien sûr, il faut regarder tout le contexte autour. On ne peut pas juste regarder une photo d'un cheval. Et un autre point qui est important, il faut aussi regarder le cheval, chaque cheval, le comparer avec lui-même. Il y a des chevaux qui ont déjà naturellement, quand ils vont bien, peut-être les yeux un peu plus triangulaires qu'un autre. Donc ça peut être intéressant pour nous de des fois prendre le temps d'observer notre cheval quand il est au repos, qu'on part du principe qu'il va bien, qu'il n'a pas de douleur, et puis d'avoir un peu la baseline, la mimique basique de notre cheval quand tout va bien, pour pouvoir après comparer dans des situations où on se dit peut-être qu'il est un peu stressé ou peut-être qu'il a mal ou autre. Tenir compte de ses capacités cognitives, Hélène en a déjà parlé, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Mais on sait que le cerveau du cheval, il est plus petit que celui de l'humain, mais on sait aussi que les chevaux, ils ne sont pas bêtes et ils sont vraiment capables d'apprendre plein de choses. Donc évidemment, quand on interagit avec lui, il faut tenir compte de ses capacités mentales. Mais ce qui est important, c'est de ne pas surestimer le cheval, mais de ne pas le sous-estimer non plus. Le cheval, il ne faut pas le sous-estimer parce qu'il est vraiment capable de faire des associations, il est capable d'apprendre la signification de signaux très fins, il est capable de raisonner, de se dire « Ok, quand mon cavalier fait ça et que je fais ça, il se passe ça. Quand mon cavalier fait ça et que je fais autre chose, la conséquence est une autre. » Donc ça, il ne faut pas sous-estimer. On peut vraiment leur apprendre à être léger, à être coopératif, à réagir à nos signaux les plus fins. Mais on ne doit pas non plus le surestimer. Par exemple, un cheval, il ne va pas faire quelque chose exprès pour embêter son cavalier ou faire semblant d'avoir peur juste pour nous embêter aujourd'hui ou exprès se rouler. Et bien sûr, on le sait qu'en vrai, il ne fait pas exprès, mais des fois, on a quand même vraiment l'impression que c'est contre nous et puis ça peut nous aider à nous justifier qu'on s'énerve. Ou bien un autre exemple que Sébastien m'a donné hier, s'il y a une planche dans le pare-bottes qui a dû être changée, et puis quand on arrive dans le manège où on va tous les jours, et bien ce jour-là, le cheval a peur parce qu'il y a juste une planche qui a changé, qui est un peu plus claire que toutes les autres qui sont vieilles. Et ben, le cheval, il va forcément être attentif à ça, il va la regarder, il va souffler, il va avoir peur, parce que pour lui, c'était un grand changement dans l'environnement. Il a évolué pour surveiller tout ce qui a changé et on ne peut pas lui reprocher de ne pas voir que c'est juste une nouvelle planche. Donc on ne devrait pas le punir pour ça, mais plutôt le rassurer. Et j'ai lu ça dernièrement, de nouveau, sans savoir qui c'est qui avait dit cette phrase à la base, mais quelqu'un a dit « L'intelligence du cheval est le reflet de son formateur ». Ça met la pression quand même. Ok, le deuxième principe de l'ICES, Hélène en a déjà parlé aussi, mais c'était juste parce qu'avant d'aller plus loin dans les autres principes, j'aurais juste voulu qu'on se mette d'accord sur la définition de quelques termes. Ce n'est pas des définitions qui sont figées, et c'est juste pour qu'entre nous, on sache de quoi on parle, et puis quand je continue d'utiliser ces mots, qu'on soit d'accord ce qu'ils veulent dire. Le signal,
ce que j'appelle un signal, ou ce que dans le langage scientifique on appelle un signal, c'est vraiment juste des codes pour communiquer avec le cheval. En fait, ça serait un peu l'équivalent de mots qu'on dit normalement quand on parle avec un autre humain. D'un point de vue éthique, ça me semble important de préciser que ces codes qu'on utilise pour communiquer avec le cheval, ils ne devraient pas être douloureux ou pas être stressants pour le cheval. Sinon, c'est comme si à chaque fois que je parle avec vous, je crie et puis je m'agite, puis je vous tape dessus, vous n'allez pas trouver agréable le dialogue qu'on va avoir. Donc ça, je pense que c'est important de vraiment le garder dans le coin de la tête. Le code en lui-même, c'est pour communiquer et il ne doit pas être douloureux pour l'animal. Bien sûr, ça peut être un ordre vocal, ça peut être une action de jambe, ça peut être, mais ça doit être le plus fin possible. Et puis, ce qu'on appelle dans le langage scientifique la réponse, c'est vraiment le comportement que le cheval va donner. Donc, je mets un signal, je vais faire quelque chose, et le cheval va donner une réponse. C'est son comportement. Encore un autre point de définition, renforcement. Je ne sais pas quelle était votre mémoire de travail de ce que Hélène viendrait expliquer, donc mini-rappel. Donc un renforcement, juste par définition, c'est quelque chose qui nous permet de dire à l'animal qu'il a fait quelque chose qu'on voulait. Et le but d'un renforcement, c'est que l'animal il refasse ce comportement la prochaine fois qu'on lui le demandera. Ensuite, ce renforcement, il peut être négatif ou positif. Et ce qui est important là de se rappeler, c'est qu'il n'y a pas une idée de valence, de bien ou agréable ou désagréable, mais c'est vraiment juste au sens mathématique. Donc quand je fais du renforcement négatif, je lui dis qu'il a bien fait en enlevant quelque chose. Et quand je fais du renforcement positif, je lui dis qu'il a bien fait en ajoutant quelque chose. Maintenant, j'aimerais bien faire un petit exercice avec vous pour un peu illustrer ça et qu'on puisse en discuter après. Donc j'aurais besoin d'un ou d'une volontaire qui va se lever et qui va juste sortir de la salle pendant 5 secondes ou 10 secondes. Et entre nous, dans la salle, on va se mettre d'accord sur le comportement qu'on veut apprendre à cet humain. Donc ça ne sera pas un comportement de cheval, hein, ça sera un comportement d'humain. Ne vous inquiétez pas, vous ne devrez pas piaffer ou vous coucher par terre. Et puis, une fois, on va lui apprendre ce comportement avec du renforcement négatif et une fois avec du renforcement positif. Ça sera une autre personne. Donc, j'ai besoin d'un ou d'une volontaire. Super. Alors, vous pouvez juste sortir, je ferme la porte 2 secondes, le temps qu'on se mette d'accord sur ce que vous devrez faire. Ah, alors, il faut que vous partiez un peu plus loin. Et que vous vous bouchiez les oreilles. OK. Alors, qu'est-ce qu'on lui fait faire? Quelqu'un a une idée? Ça peut être, par exemple... Marcher sur les mains. Se tenir sur une jambe ou bien se mettre debout sur une chaise ou... Qu'est-ce que vous avez envie? Ouvrir le frigo, il y a quelque chose dedans? Ouvrir le frigo et prendre quelque chose dedans. OK? On se met d'accord sur ça? OK. Vous pouvez revenir? Allez, vraiment, allez loin. Valérie. Pour commencer, vous pouvez juste rester là. On doit se mettre d'accord un peu sur nos codes de communication qu'on va utiliser. On va commencer par le renforcement négatif. Alors bien sûr, c'est pour la démo, hein, c'est pas aussi réaliste que quand on le fait vraiment avec un cheval. Est-ce que ça vous agace un peu? Un peu? Quand même un peu beaucoup? Ouais, ok, bon, parfait. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre d'accord que quand je fais ça, ça vous agace, donc vous avez envie de faire quelque chose pour que ça arrête d'agacer. Hein. Donc on va aussi se mettre d'accord que je vais vous renforcer, donc en arrêtant cette chose désagréable, je vais renforcer un peu chaque fois que vous allez dans la bonne direction vers le comportement que j'aimerais que vous fassiez. Ça joue? Je vais juste m'installer. C'est bon, on y va.
Vous dites si vous voulez qu'on arrête. Hein. Mais j'ai toujours réussi jusqu'à maintenant, alors j'ai pas envie d'arrêter. Et de toute façon, c'est moi qu'on juge là, c'est pas vous, vous inquiétez pas. Hein. Si vous n'arrivez pas, c'est de ma faute, pas de la vôtre. Merci beaucoup. Je pense que c'est le mot plus dur de toute ma petite carrière
d'entraîneur d'humain. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment c'était pour vous? Qu'est-ce qui était difficile? Qu'est-ce qui a aidé? Comment vous êtes senti? Un peu en random. Le timing, il aide énormément. Le moment où on arrête, Mhm. donc le renforcement négatif. Le fait de répéter plusieurs fois le même geste et de s'apercevoir que c'est dans la bonne voie ou pas. Ça, on a vu, hein, elle a plusieurs fois refait la même chose. Bon, j'avais pas renforcé, mais elle a quand même refait encore une fois. Elle l'a fait 2 ou 3 fois. Et après, elle s'est dit, bon, ok, je crois que c'était vraiment pas ça. Puis elle a essayé autre chose. Et puis là aussi, elle a eu besoin de faire 2-3 fois, poser la main, la relever, la remettre, pour être sûre que c'était vraiment ça. Ouais, aussi baisser la tête, la remonter. Un autre commentaire? La pression du bruit est vraiment pas agréable. Et qu'est-ce que vous avez observé par rapport à cette pression de mon côté, si on regarde plus l'entraîneur? J'ai pas pu m'empêcher, hein. Quand ça commençait à être un peu trop long, j'ai souvent tapé un peu plus fort et un peu plus agacé, hein. Donc ça, c'est aussi une erreur, il n'y aurait pas eu besoin. Est-ce que vous l'avez perçu, ça, ou bien vous n'avez pas fait attention? Ouais. Que des fois, c'était plus... Ouais. Et est-ce que ça vous a plus motivé, ou bien ça vous a plus... C'est très personnel, hein, il n'y a pas de juste ou faux. Ça m'a pas plus motivé, ça m'a plus stressé en me disant oh non, ça va pas du tout, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Ok. C'est pas par là. Et puis qu'est-ce qui vous aurait, juste de votre point de vue pour cette situation-là, qu'est-ce qui vous aurait aidé? Sauf peut-être la parole, parce qu'avec le cheval c'est un peu difficile, mais... Du tactile. Ouais, que je vous ai pris la main et montré le mouvement. Il y a un autre point que j'ai trouvé très intéressant, c'est que... comment on peut l'expliquer? J'ai renforcé plein de fois le fait d'être vers le frigo. Et en fait, vous avez compris que je renforçais quelque chose que vous étiez en train de faire. Alors que moi, dans mon idée, je renforçais le fait d'être déjà proche de là, de regarder là. Et puis du coup, on ne peut jamais être sûr ce que le cheval il a compris, qu'est-ce qu'on a renforcé. Donc là, vous vous dites, ah, ok, je crois qu'elle a renforcé quand j'ai bougé ma jambe. Alors vous avez réessayé de bouger la jambe un peu différemment. Alors qu'en fait, moi, je renforçais juste qu'en même temps que vous avez bougé la jambe, vous avez touché le frigo aussi. Hein? Donc ça, c'est important aussi pour se rendre compte. On n'est jamais vraiment sûr de ce que le cheval il a compris au moment où on a renforcé. Quelqu'un a un autre commentaire ou une remarque ou quelque chose? Oui? Il y avait presque un moment de détresse. Ouais, c'est pour ça que j'ai demandé, vous voulez qu'on continue? Parce que je lisais votre mimique et je me suis dit, peut-être on devrait arrêter la séquence maintenant. Ce que je trouve impressionnant, c'est que c'est une petite séquence et ça m'a semblé être... Ça utilise beaucoup d'énergie, c'est personnel. Vous avez passé en quelques minutes beaucoup d'énergie pour analyser plein de choses très court. Et puis on a dit tout à l'heure que le cheval n'était pas très très intelligent. Et bien là, ça demande beaucoup d'analyse et puis de porte ouverte, de réfléchir. Qu'est-ce que je pourrais faire encore que je n'ai pas encore fait? Ouais. Et puis là, ça aussi, c'est un problème. Les moments où elle restait immobile comme ça, j'étais obligée de continuer parce que je ne pouvais pas renforcer ça. Mais en même temps, je sentais bien qu'elle aurait peut-être plutôt besoin d'une pause et que je disais, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, on fait une petite pause et on recommence. Donc en tant qu'entraîneur, on a besoin que le cheval il propose des choses pour qu'on puisse lui dire oui, j'aimerais bien ou non, j'aimerais pas trop. Mais on a besoin que de lui-même il propose, sinon on ne peut pas lui dire oui ou non. Dans la pratique, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Non. Parce que moi, je travaille aussi sur le principe du confort et de l'inconfort. L'inconfort, c'est quelque chose qui se dose. Et à partir du moment où c'est un mode de communication, en fin de compte. Et dès le moment où on applique de l'inconfort, on va aussi s'arranger pour qu'il y ait une porte ouverte. Le guider, ouais. Où est sa zone de confort. Et c'est pas seulement mettre une pression Ouais. et attendre que le cheval... C'est ce qu'elle a très, très bien exprimé en disant ce qui l'aurait aidé, c'est d'avoir peut-être du contact tactile pour aider
Si je m'étais mis derrière elle et que j'avais tapoté dans son dos, ça aurait été évident pour elle que pour échapper à ça, elle n'allait pas reculer, elle allait plutôt aller en direction du frigo. Hein, non, c'est sûr. Hein. Ce qui est frappant aussi, c'est que ça donne une énorme conséquence. Celui qui enseigne ne peut pas se tromper. Chaque erreur, ça a une influence, ouais. Ce que je voulais dire, c'est un petit peu ça se rejoint, c'est-à-dire que si on n'explique pas la pression à un cheval, il peut y avoir de la frustration, qu'on a un peu vu aussi, et aussi éventuellement de l'agressivité, c'est-à-dire que je peux aussi te jeter ton stylo à la figure, c'est le moyen d'arrêter. D'arrêter, ouais. Merci. Ok. J'aimerais bien un autre volontaire pour faire l'autre version, si quelqu'un a envie. Maintenant, il n'y a plus personne qui veut. Ça marche. Et bien sûr, après, on va en discuter. Hein. Mon but, c'est pas de vous dire qu'il y en a un qui est bien ou pas bien, mais c'est juste d'abord de le vivre et puis après, on en discute. Qu'est-ce qu'on fait faire à Seb? Alors, il était là quand on a parlé avant de monter sur une chaise, donc on va peut-être pas faire ça. Ouais, ou écrire quelque chose dessus. Prendre le stylo et écrire. Bon, après, qu'est-ce qu'il doit faire là? Ça, d'expérience, c'est un peu... Mais si déjà, il pouvait aller là-bas, prendre un stylo, l'ouvrir et mettre quelque chose, ce serait bien. Ou autre chose, hein, mais ça vous va? C'est bon. Donc, je te demande aussi juste de t'arrêter là. Il faut que tu penses à un truc qui te procure du plaisir immédiat. Je sais pas, du chocolat ou un câlin ou la tête de ton fils sur ton téléphone ou un truc où tout de suite, t'es content, quoi. Ouais, c'est bon? Ok. Et maintenant aussi, on va se mettre un peu d'accord parce que je peux pas te jeter un chocolat dans la bouche ou te amener ton fils chaque fois. Donc, on se met d'accord que quand je dis oui, tu as direct l'image du truc qui te rend heureux, direct. Le goût du chocolat dans la bouche. Ou... Ça va? Ok. Alors, c'est parti. Oui. Oui. Celle-là, je ne l'ai jamais eue. Oui. 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 Okay, donc déjà, j'aimerais commencer par dire que j'ai fait cet exercice très très souvent et c'est pas du tout représentatif que le renforcement positif va plus vite que le négatif ou comme ça. Il y a pas, jusqu'à maintenant, il n'y a pas du tout de logique. Ça dépend. En général, normalement, c'est assez équilibré. Les gens arrivent à la même vitesse à faire leur tâche, même si ce n'est pas la même. Donc ça, et les études scientifiques ont montré la même chose, en fait. Il n'y a pas un apprentissage plus rapide quand on utilise du renforcement pur positif ou pur négatif, en gros. Par contre, j'ai aussi eu des gens qui se sont sentis plus à l'aise dans la version renforcement négatif, des gens qui se sont sentis plus à l'aise dans la version renforcement positif. Donc ça, on le sait chez les chevaux, mais chez les humains, c'est vraiment pareil. Ouais, j'ai déjà fait cet exercice plusieurs fois et il n'y avait pas du tout de... Donc ce qu'on voit aujourd'hui et ce qu'on entend aujourd'hui comme feedback des participants, ce n'est pas représentatif de ce que j'entends tout le temps. Mais est-ce que tu peux quand même nous dire comment ça a été pour toi? Qu'est-ce qui était facile, difficile? Qu'est-ce qui t'a manqué? J'ai l'impression d'être manipulé. C'est les expressions faciales qui m'ont aidé à... Alors le oui quand je te voyais pas, mais ton regard et la façon dont tu me regardais, sans le oui finalement, était quasi suffisant. Ok. Parce que je
savais que tu allais dire oui, plus ou moins, parce que tu avais un regard plus positif pour moi. Ça, typiquement, c'est des choses que dans la recherche scientifique, on a de la peine à le mesurer ou à le montrer. L'émotion que je dégage quand j'entraîne mon cheval, c'est pas vraiment mesurable ou c'est difficile à mesurer. C'est peut-être un peu faussé parce qu'on se connaît aussi. Mais dans la réalité du travail avec un cheval, ça compte. Hein. Ouais. Voilà. L'énergie que tu dégages. Ça dépend. Si c'est un cheval que je vois pour la première fois ou un cheval que je connais depuis longtemps, ça sera différent. Que l'humain, hein, ce que tu dégages. Ouais. D'autres remarques de... Ouais. Donc, vous parlez toujours du oui, mais pas, par exemple, quand tu marchais contre vous, pas aider tout d'un coup. Non. Voilà. Bah, ça c'est une bonne remarque. Et en même temps, soit vous travaillez toujours sur le positif ou sur la négative. Alors là, c'était vraiment juste un exercice pour en discuter, mais j'attendais justement une remarque comme ça. Parce qu'effectivement, souvent, les cobayes, les volontaires, ils le disent, bah, moi, ça m'aurait aidé si tu m'avais dit non et oui, parce qu'au moins, ça aurait été un peu plus clair. Parce que là, il y a aussi plusieurs fois, je disais rien, et ils continuaient de marcher dans cette direction, 2, 3, 4 pas, alors que j'avais jamais dit que c'était bien. J'avais jamais dit oui dans ce comportement, et tu l'as quand même continué 2, 3 pas pour être sûr. Tandis que si tu avais fait comme ça, peut-être que j'avais dit non à ce moment-là, peut-être ça t'aurait aidé, ou peut-être ça t'aurait stressé, parce que tu n'aurais plus osé essayer autre chose. Après, je vais utiliser un terme scientifique, mais tu as fait un signal, tu m'as fait la tronche le ballon. Regardez ailleurs. Ouais, j'ai pas pu m'en empêcher, parce que c'est comme ça. Bon, c'est là où on n'est pas trop. Enfin, j'ai eu plusieurs débats avec des scientifiques là-dessus, où ce terme de signal est sorti plusieurs années après, où je disais, mais c'est impossible de faire du renforcement positif sans faire du renforcement négatif. Parce que la moindre pression que tu mets, l'intention que tu mets sur un cheval, c'est déjà un renforcement négatif. Bah ouais, mais j'ai rien que de faire un peu comme ça ou de me tourner, il a tout de suite compris que c'était pas un comportement que je voulais. Oui. Du coup, j'avais juste une question, est-ce que c'est comme dans le milieu canin, en fait, on ignore totalement que le chien, par exemple, fait ce qu'on ne veut pas. Mon chien part plus loin, alors je n'ai jamais dit que c'était OK. Je dois ignorer et ensuite lui demander une autre tâche. C'est que ça peut être la même chose au milieu canin, en fait. Ouais, les théories de l'apprentissage, elles s'appliquent pareil pour tous les animaux, mais c'est vrai qu'il y a des petites adaptations. Et puis là, en l'occurrence, je voulais l'ignorer, mais quand il est arrivé là, j'ai pas réussi à rester complètement comme une machine et à pas bouger. J'ai pas pu m'empêcher de faire quelque chose, et en l'occurrence, ce quelque chose, ça l'a aidé, donc tant mieux. Donc la recherche te demande l'animal On est tous des animaux. en regardant son entraîneur, c'est aussi pour lui important, dans son regard, de retrouver, même sans le mot oui, de retrouver le bon signal. Évidemment, c'est pas quelque chose qu'on peut mesurer, mais probablement. On sait aussi qu'il y a des couples cavalier-cheval qui se connaissent depuis tellement longtemps qu'ils ont appris à communiquer à un autre niveau que le signal, le renforcement, la récompense, etc. Donc, bien sûr que c'est important. Si je peux faire une remarque par rapport à ce qui a été dit juste avant, il faut bien penser que là, on décrit l'animal, on décrit aussi les théories un peu de façon pure, mais après, vous avez plein de techniques pour les mettre en œuvre. C'est-à-dire que appliquer le travail avec renforcement positif dans le milieu du cheval, il y a plein de techniques différentes, et il y en a qui vont ignorer le comportement qu'on ne veut pas, mais il y en a d'autres qui vont intervenir et corriger. Donc ça dépend vraiment de la technique. Donc après, la manière de faire, c'est encore autre chose. Là, on décrit plutôt comment ça marche, de façon assez scientifique et sans autre interférence, mais après, rien ne dit que certains entraîneurs vont peut-être corriger le comportement qu'on ne veut pas et combiner renforcement positif et négatif. Ça dépend des entraîneurs. Ouais. Un autre point, par exemple, si on avait enlevé tout ce qu'il y avait dans la pièce et qu'on avait mis juste le frigo en plein milieu, bah là, typiquement, ça aurait été beaucoup plus facile pour la personne de savoir ce qu'il fallait faire. Si on avait tout enlevé et mis seulement un stylo posé là et le flip chart juste derrière, j'aurais facilité le contexte, favorisé le contexte d'apprentissage grâce au contexte. Voilà. Donc de nouveau, ce n'était pas une démonstration de comment il faut faire avec son cheval, c'était juste pour pouvoir discuter de ces points-là. Voilà. Donc là, on a revu les principes généraux, et puis maintenant, j'aimerais qu'on regarde ensemble les quelques règles d'action. Vous verrez, il y en a quelques-unes que j'ai regroupées un peu parce qu'elles sont assez proches.
Donc, le principe numéro 3 et le principe numéro 6, c'est instaurer des signaux faciles à distinguer et enseigner une seule réponse par signal. Donc là, c'est vraiment important. Déjà, le signal, il faut que le cheval il puisse bien faire la différence entre deux signaux différents. Par exemple, Hélène avait donné l'exemple que si je prends le contact du mort, il faut que ça soit différent, que le signal soit, la façon dont quand je prends le contact, elle soit différente si je demande au cheval de ralentir, de relever la tête ou de plier sa nuque. Donc on pourrait par exemple imaginer qu'on prend un contact constant ou qu'on prend un contact vibrant ou qu'on prend un contact avec une main plus haute que l'autre ou avec deux mains plus hautes ou deux mains plus basses, mais que quand il y a le contact dans la bouche, si le contact veut dire plusieurs choses différentes, il faut que le signal, la façon dont je prends le contact avec la bouche, il soit à chaque fois différent. Donc ça, c'est vraiment important. Aussi, quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que tous les signaux qu'on utilise avec le cheval, la grande majorité des signaux, on doit les enseigner. Si on prend l'exemple de mettre les jambes pour que le cheval il avance, il y a une étude scientifique qui a été faite, qui est assez chouette, où ils ont pris des chevaux qui n'avaient jamais été montés, ils ont mis un cavalier dessus, ils ont demandé au cavalier de serrer les jambes, et puis ils ont regardé comment réagissait le cheval. Je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais en gros, il y a 20% des chevaux, 30% des chevaux qui ont donné comme réponse avancée quand on a serré les jambes. Les autres, ils ont secoué la tête, tourné la tête pour essayer de voir qu'est-ce qui leur touchait les flancs, reculé, tourné les hanches. Il y avait toute une panel de réponses, donc ça prouve bien que le cheval, il n'est pas avec le bouton, quand je mets les jambes, c'est pour avancer. C'est quelque chose qu'on doit lui enseigner. Donc, les signaux doivent être faciles à distinguer pour le cheval, et puis chaque signal doit avoir une seule signification. Ça, c'est vraiment très, très important. On dit que les chevaux, ils n'aiment pas les questions à choix multiples. Quand on leur dit un truc, il faut qu'il y ait une seule réponse possible et une seule réponse qui soit juste. J'ai mis cette image-là aussi, là-haut, parce que si les signaux doivent être faciles à distinguer pour le cheval, ça veut dire que nous, en tant que cavaliers, on doit avoir, par exemple, à l'équitation, une assez bonne assiette pour être capable de mettre notre jambe à la sangle, un petit peu en arrière de la sangle, de monter notre main un peu plus que l'autre, et puis pas que nos mains bougent à chaque foulée. Donc là, on doit peut-être aussi adapter. Si on est, je sais pas, on n'a pas une très bonne assiette et que je sais que moi, je suis incapable de garder ma jambe toujours à la bonne place, peut-être que je vais devoir trouver un autre signal, peut-être avec, je sais pas, en touchant la croupe avec une cravache, pour dire à mon cheval de tourner les hanches, parce que moi, en tant que cavalière, je ne suis pas capable de faire la distinction entre ma jambe à la sangle ou ma jambe en arrière de la sangle. Donc ça aussi, c'est à nous de nous adapter pour faire en sorte que chaque signal puisse être bien... Pardon ? Ouais, que le cheval puisse vraiment entendre ce qu'on lui dit. Aussi, un exemple qui revient souvent, c'est comment le cheval il peut faire la différence entre allonger les foulées ou accélérer. Par exemple, vous utilisez quoi comme signaux avec vos chevaux pour distinguer ça? Comment votre cheval il sait s'il doit allonger les foulées ou accélérer? De nouveau, il n'y a pas de juste ou faux, hein, chacun a mis en place ses signaux. Avec votre corps? Ouais? Ok. Donc, concrètement, vous faites comment? Ça sera pour allonger les foulées. Et puis pour aller plus vite. Aussi. Peut-être vous allez changer, je ne sais pas, peut-être le haut du corps. L'énergie, c'est que le cheval il doit mettre plus d'énergie. Si vous vous redressez, c'est peut-être pour allonger les foulées. Si vous vous mettez plus en avant, c'est pour aller plus vite. Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un a un autre exemple de signal justement bien différencié pour dire au cheval, là j'aimerais que tu allonges tes foulées ou là j'aimerais juste que tu ailles plus vite? Ouais. Moi j'imagine là peut-être que mon cheval, si les autres, je sais pas, il va s'engager, il va aller plus vite. S'il est trop bien dressé, si je vais allonger ma foulée, je garde mes mollets et puis il va automatiquement partir, je pense. Mais comment il sait s'il doit aller plus vite ou s'il doit faire des foulées plus longues? Ça, typiquement, ouais. Je trouve que je différencie quand tu veux allonger, je garde les genoux ouverts plutôt et plutôt redresser, mais en grandissant comme ça. Et pour accélérer, plutôt le haut du corps en avant et garder la pression jusqu'à ce que j'ai la vitesse que je veux.
Donc ça, typiquement, c'est des questions qu'en tant que cavalier, on doit se poser. On doit prendre une fois le temps de se dire, ok, c'est quoi mon code pour qu'il aille plus vite? C'est quoi mon code pour qu'il allonge les foulées? On ne peut pas être sur le cheval puis se dire, bon, bah, je vais faire un peu quelque chose. Sinon, pour le cheval, ça ne peut pas être clair non plus. On peut aussi, par exemple, se dire, bah, je sais pas, quand je mets une pression de jambe, c'est pour accélérer. Quand j'en mets 2, c'est pour allonger les foulées. Ou bien un claquement de langue ou 2 claquements de langue. Ou quelque chose que le cheval, il peut comprendre et distinguer. Ok. Le point numéro 5, c'est enseigner et entraîner les réponses une par une. Ça, c'est aussi un point qui est très, très important. Donc, au début, on va demander au cheval une seule chose à la fois. On va lui apprendre un signal, je veux cette réponse, et on va se concentrer là-dessus. Et puis, si on veut les combiner après, on va d'abord les entraîner séparément. Je vais donner un exemple concret. Si je veux enseigner à mon cheval à être en main et à avoir un trot actif, je vais d'abord lui enseigner à avoir un trot actif, donc avec le signal que je veux. Je ne sais pas, lui dire quand je te mets au trot, j'utilise ma jambe ou mon stick jusqu'à ce que tu aies à telle activité, à telle vitesse, et là je te laisse tranquille. Je fais du renforcement négatif. Et quand en toutes circonstances, mon cheval il arrive à maintenir ce trot actif, je peux partir du principe, ok, ce signal-là c'est clair, j'ai ce comportement. Et après, la mise en main, je vais peut-être d'abord la travailler je sais pas, à l'arrêt. Je vais déjà lui expliquer, quand je fais tel et tel signal avec mes rênes, ça veut dire que tu dois te mettre en main. Après, je vais peut-être l'entraîner au pas, est-ce que ça marche toujours? Et puis seulement une fois que mon cheval a bien compris le signal de mes mains qui dit qu'il faut se mettre en main, séparément avec le signal, par exemple, de mes jambes qui dit à la vitesse à laquelle je veux qu'il aille, et ensuite, je peux combiner les deux. Mais ça, c'est vraiment important de décomposer comme ça les apprentissages, parce que si on essaye d'enseigner les deux en même temps, on va probablement avoir un cheval qui va pendant longtemps avoir de la peine à comprendre pourquoi on agit avec la main et un peu avec les jambes en même temps. Et puis on va se retrouver dans une situation peut-être un peu comme l'exemple qu'on a eu là, où je vais récompenser à un moment parce que la mise en main était bien, mais en même temps il était dans un trot tout mou, ou alors il était dans un beau trot, mais vu qu'il n'était pas en main, je ne le récompense pas à ce moment-là, et du coup le cheval à la fin il ne sait plus vraiment qu'est-ce qu'il doit faire. Donc ça aussi, ça semble logique comme ça dans une salle de classe, mais des fois en pratique, on ne décompose pas assez les apprentissages et on n'enseigne pas les éléments séparément les uns des autres. Ça va un petit peu dans la même direction. Ce principe numéro 4, c'est façonner progressivement les réponses et les mouvements. Là, dans le petit exercice qu'on a fait avant, je m'étais mis d'accord avec les deux personnes en disant, là, je vais vous dire à chaque fois quand vous allez dans la bonne direction. Donc, quand vous commencez à faire un pas, je vais vous dire que c'était déjà une bonne idée, même si le but, après, c'était d'ouvrir le frigo. Donc ça, c'est vraiment ça. En anglais, on utilise le terme « shaping » pour définir ça. Et là, de nouveau, ça demande au cavalier ou à l'entraîneur ou à n'importe quelle personne qui interagit avec le cheval de prendre un peu de temps pour réfléchir à quelles vont être toutes les petites étapes qui vont amener au comportement que j'aimerais que le cheval y fasse. Par exemple, l'exemple le plus courant, c'est quand je veux demander au cheval de reculer, je vais déjà le récompenser au moment où il va commencer à penser à reculer, juste déjà reporter son poids vers l'arrière-main, par exemple. Comme ça, il va beaucoup plus vite trouver qu'est-ce qu'il doit faire. Donc, gardez vraiment en tête l'exemple où je récompense déjà le fait qu'elle a fait un pas. Votre nom, c'était quoi? Valérie. Que Valérie a fait un pas en direction du frigo et je n'ai pas continué de tapoter avec mon stylo jusqu'à ce que, par hasard, elle est allée toucher le frigo. Ou bien, par exemple, pour un chargement dans le van, on peut déjà récompenser le cheval au moment où il est en train de regarder le pont ou regarder le van, même s'il est encore à 5 mètres du van, mais déjà rien que le fait qu'il le regarde, c'est déjà la première étape pour aller monter dans le van. Ensuite, le principe 7, c'est instaurer des habitudes pour faciliter l'apprentissage d'un nouveau signal. Donc, quand on veut enseigner un nouveau signal, le cheval il va devoir faire le lien entre le signal, qui à la base, au début, ne veut pas dire grand-chose pour lui, comme l'exemple que j'ai donné avec les jambes, au début, pour le cheval, ça ne veut rien dire. Un stimulus désagréable, quelque chose qui va un peu l'agacer, ou le chatouiller, ou l'énerver un petit peu. Ensuite, il va faire un comportement pour éviter ce stimulus désagréable. Et puis, ce comportement, il va avoir une conséquence. Donc, par exemple, le tapotis de la cravache, il va s'arrêter.
Donc en fait, à ce stade-là de l'apprentissage, au début, l'anticipation, c'est plutôt une bonne chose, parce qu'on aimerait que le cheval, il anticipe qu'est-ce qui va se passer en fonction de quel comportement il fait. Donc c'est important toujours, mais surtout dans les premières phases d'apprentissage, c'est important de toujours suivre le même schéma. Donc là, j'ai mis un exemple où l'humain, il va mettre son signal, son code. On va prendre l'exemple de la jambe. Avec un jeune cheval qui n'a jamais vu ça, il ne sait pas trop quoi faire avec ce signal. Ensuite, je vais peut-être ajouter un petit tapotis de stick, quelque chose d'un petit peu désagréable sur ses fesses, puis dire, il faut que je fasse quelque chose pour enlever ça. Il va peut-être essayer de lever les fesses, de se tourner, de faire quelque chose. Et quand, un peu par hasard, il va faire le mouvement en avant, je vais enlever ce stimulus désagréable. C'est ce moment-là où je fais le renforcement négatif. Et je peux aussi ajouter quelque chose d'agréable. Donc, par exemple, je ne sais pas, lui donner une carotte ou bien le caresser. Et là, à ce moment-là, j'aurais fait le renforcement positif. Donc, à chaque fois, il y a à chaque fois les deux facteurs. Donc, c'est qu'est-ce que fait l'humain et puis qu'est-ce que fait le cheval. Donc, pendant tout ce moment-là, moi, je dois observer ce que fait le cheval. Je mets mon stimulus désagréable ou un peu agaçant. Je regarde le comportement du cheval. Et c'est seulement au moment où le cheval il va faire ce que je veux ou le comportement qui va dans la direction que je veux que je vais le renforcer. Et c'est vraiment important de garder toujours ces mêmes étapes pour que le cheval, à la fin, il puisse vraiment faire le lien entre le signal qu'il y a eu au début, le comportement qu'il a fait et la conséquence que ce comportement a eu. Une fois que le comportement il est acquis dans un contexte, par exemple, je sais pas, dans le manège chez moi à la maison, eh ben c'est là que vient le gros du travail de faire en sorte que ce comportement, ce signal, il fonctionne même dans d'autres contextes. Donc là aussi, progressivement, on va changer le contexte, changer d'endroit dans le manège. Si j'ai toujours enseigné le reculer à cet endroit-là, pour qu'il puisse un peu s'attendre à ce qui va venir, qu'il puisse se préparer à l'exercice, je vais commencer à enseigner mon reculé un petit peu plus loin, puis je vais peut-être l'enseigner après dans le couloir pour aller au manège, je vais peut-être l'enseigner en balade, l'enseigner sur un terrain de concours, enfin le répéter sur un terrain de concours, etc. Jusqu'à ce que le cheval il arrive à répondre à ce signal-là, quelle que soit la situation. Je pense que vous connaissez tous la frustration quand on entraîne quelque chose à la maison, ça fonctionne super bien, et le lendemain ou quelques jours après, on retourne en concours, c'est exactement la même rivière qu'on a entraînée, et là le cheval il ne veut plus la sauter. C'est parce que pour nous, c'est la même rivière, mais pour le cheval, le contexte autour, il est tellement différent. Il y a de la musique, il y a des gens, il y a des banderoles, il y a le cavalier qui est probablement un petit peu plus stressé vu que c'est un concours. En plus, je sais pas, il a des pions, il a les crins tressés qui lui grattent l'encolure, etc. Donc là, ce qui est vraiment important, c'est d'entraîner toutes ces difficultés séparément. Donc, par exemple, pour l'ambiance de concours, on pourrait déjà commencer par mettre de la musique à la maison quand on s'entraîne, ou à mettre 2-3 banderoles au bord de la carrière et 2-3 pots de géranium à la maison pendant qu'on s'entraîne. Et puis, parallèlement, on pourrait peut-être aller en concours avec le cheval, mais juste se balader rêne longue dans le concours, sans faire vraiment le concours, pour qu'il puisse déjà s'habituer progressivement au bruit, aux gens, à la musique, etc., aux autres chevaux qui bougent dans tous les sens, mais pas qu'il ait encore en plus une performance à faire. Donc ça, c'est toutes des petites choses. Si on y réfléchit un petit peu, c'est relativement facile à mettre en place au quotidien dans l'entraînement des chevaux. Le principe 8, traduit comme ça, c'est un petit peu abstrait. J'ai essayé de faire de mon mieux pour que ça soit compréhensible. Rechercher le maintien autonome de l'allure et de la posture. Ça vous parle? Ouais, quand même. Ah bon, ça va. Là, l'idée, c'est assez clair, c'est d'entraîner le cheval à maintenir lui-même son allure, mais son allure au sens large, hein, c'est aussi le rythme, la longueur des foulées, etc., à maintenir de lui-même la direction, à maintenir de lui-même la position de sa tête, la position de son encolure, la position de son corps, si par exemple il est en train de faire une épaule en dedans ou en appuyé. Ça, c'est un point qui est très très important parce que je pense que vous avez tous déjà peut-être fait des squats.
ou bien une planche, du gainage ou quelque chose comme ça. Non? Si. Vous avez bien remarqué que maintenir une posture pendant très longtemps, au bout d'un moment, les muscles se fatiguent et ça peut commencer à devenir douloureux, on commence à avoir un peu des fourmis, on commence à trembler. Et puis si on laisse le cheval en liberté sur parole sans le maintenir dans une position, quand vraiment ça devient trop difficile pour lui, le cheval il pourra nous le montrer, il pourra nous dire « Ah là maintenant, j'ai besoin de m'étirer un petit peu » par exemple. Un autre point qui est très important, c'est que si le cheval si on répète toujours le signal ou on répète toujours le stimulus désagréable, donc on lui dit à chaque foulée avec les jambes ou avec le stick « avance, 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 avance », il va se passer le même phénomène que Hélène avec le bruit du frigo, c'est qu'au bout d'un moment, le cheval il va peut-être s'habituer à ce stimulus-là et il ne va plus y répondre. Ça veut dire qu'on devra l'augmenter toujours plus. Donc on connaît bien les gens qui ont toujours besoin d'un mort plus sévère parce que le cheval, au bout d'un moment, il s'est habitué. Ou bien des éperons, il faut toujours plus pointu pour que le cheval continue d'y répondre. D'un autre côté, aussi, si je reprends l'exemple d'Hélène, c'est aussi possible que le cheval, ça le sensibilise et que ça l'agace de plus en plus, qu'il y ait toujours les jambes qui viennent agir à chaque foulée et puis qui deviennent de mauvaise humeur et qui se fâchent ou qu'à la fin, il n'a même plus du tout envie d'avancer. Donc ça, c'est important. Donc là aussi, c'est de nouveau un principe qui a été mis en place par cette équipe de scientifiques de l'ICES, mais la descente de main et la descente de jambes, ce n'est pas un concept nouveau et on n'a pas attendu la science pour en parler. Donc une fois que le cheval il est en train de faire le comportement qu'on veut, le stimulus désagréable et le signal doivent s'arrêter. Le dernier point, c'est les points 9 et 10, c'est travailler quand le cheval est calme et éviter les réponses de fuite. Les chevaux, c'est comme les humains, ça veut dire qu'ils perdent aussi leurs moyens quand ils sont trop stressés et ils ne peuvent pas apprendre correctement quand ils sont vraiment sous stress. Hélène l'a aussi dit avant, si la mémoire de travail elle est de 16 secondes quand tout va bien, elle est proche de 0 quand il y a un gros stress. Quand le cheval il montre une réaction de fuite, si on lui a vraiment fait peur quand on était en train de l'entraîner ou que l'environnement lui a fait peur, il va être dans une réponse instinctive. Donc ok, il aura peut-être appris il est peut-être parti quand vous avez mis les jambes et un gros coup de chambrière derrière, mais s'il l'a fait parce qu'il était dans une réponse de fuite, c'était plutôt un réflexe. Et il n'a pas eu vraiment la réflexion derrière et il n'a pas pu faire l'association de qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce que je peux faire pour éviter la prochaine fois d'avoir ça. Donc c'est vraiment important de travailler quand le cheval il est calme, mais d'un autre côté, on sait aussi que si le cheval il est complètement endormi, il ne peut pas apprendre non plus. Et ça, il y a des études scientifiques il y a une étude scientifique qui a pu le montrer aussi, c'est que comme nous, chez l'humain, il faut un certain niveau d'attention et de présence pour pouvoir apprendre correctement. Donc un cheval complètement endormi, il ne va pas apprendre, et un cheval trop stressé, il ne va pas apprendre. Et puis ça, c'est aussi assez individuel. Et il n'y a personne qui pourra vous le dire, c'est vous qui devez trouver ce point idéal d'attention chez votre cheval pour savoir s'il est vraiment prêt pour recevoir un apprentissage ou pas, recevoir une leçon ou pas. Donc ça, c'était les 10 principes de l'ICES. Pour terminer, j'aimerais encore évoquer un autre facteur d'influence sur l'apprentissage. Donc il y en a beaucoup. On n'a pas le temps de discuter de tous aujourd'hui. On a déjà un petit peu évoqué la relation humain-cheval. Je ne vais probablement pas pouvoir communiquer de la même manière avec un cheval que je connais depuis 20 ans et où j'interagis tous les jours avec, et je lui donne à manger, etc., qu'avec un cheval que je vois vite et que je dois résoudre un problème de comportement en une demi-heure. Tous ces facteurs-là, et il y en a encore beaucoup d'autres, ils ont une influence sur l'apprentissage. Celui dont j'aimerais parler pour terminer aujourd'hui, c'est celui de la personnalité. C'est un sujet qui est vraiment actuel et on a plusieurs études en cours au HARA en ce moment sur la personnalité. Donc je voudrais un petit peu vous expliquer où on en est et qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de chercher, de trouver. Question définition, la personnalité, c'est en fait l'ensemble des comportements que l'animal, ou le cheval en l'occurrence, il exprime face à différents stimuli environnementaux.
En gros, c'est ce que nous, on dit un peu le caractère. Il a un caractère plutôt actif ou plutôt peureux ou plutôt sympa. Évidemment, la personnalité, elle a une composante qui est génétique. Hein, ça, tous les éleveurs l'ont déjà vu. Et puis, il y a aussi une composante qui est acquise. Donc, si vous voulez, la personnalité, c'est un peu une photo qu'on fait à un moment donné du cheval, qui comprend la part qu'il a reçue de ses parents et puis la part des expériences qu'il a faites, des apprentissages qu'il a faits. Ce qui est important, c'est que la personnalité, par définition, elle est relativement stable dans le temps et dans les situations. Ça veut dire qu'en présence d'un objet inconnu, je ne sais pas, vous posez une pluche au milieu du pré, le poulain A, il va être peut-être plus curieux que le poulain B. Et si vous refaites le même test 2 ans plus tard, alors évidemment, les chevaux, ils auront appris plein de choses, vu plein de choses, mais le poulain A, il sera toujours tendanciellement, relativement plus curieux que le poulain B. Donc c'est quelque chose qui reste. Ou un cheval qui a peur quand on ouvre le parapluie et qui fait un immense bond à l'âge de 3 ans, quand vous le refaites à l'âge de 6 ans, il ne fera plus un immense bond parce qu'on l'aura entraîné, etc. Mais il aura toujours une tendance à faire le sursaut un peu plus grand que l'autre cheval. Donc ça, c'est la définition scientifique de la personnalité. Après, dans la personnalité, il y a plusieurs traits. Là, je vous ai parlé de curiosité, je vous ai parlé d'avoir peur du parapluie. Donc là aussi, les scientifiques ne sont pas encore tous d'accord sur exactement quels traits sont bien distincts. Mais en gros, on a une batterie de tests qu'on peut faire. Certains sont bien validés, d'autres sont encore un petit peu en phase expérimentale. En gros, on peut distinguer l'émotivité, donc c'est la propension à avoir peur de quelque chose, la sensibilité tactile. Ça, c'est assez rigolo, ça se mesure avec ce qu'on appelle des filaments de Von Frey. Est-ce que quelqu'un connaît ça? Ouais. En fait, c'est un petit bâtonnet en plastique avec un petit fil de nylon au bout. C'est dommage, j'aurais dû vous en prendre. Et en fait, ça applique un certain nombre de grammes sur la peau. Donc, on peut tester le cheval. Est-ce qu'il réagit à 0,01 g, à 2 g, à 10 g, à 20 g. Donc, ça devrait permettre de mesurer la sensibilité tactile du cheval. On peut aussi mesurer l'activité locomotrice. Est-ce que c'est un cheval qui, de lui-même, a plutôt tendance à bouger ou pas? Ça aussi, c'est des tests assez faciles. On met les chevaux dans une arène, on dessine des lignes sur le sol et on mesure pendant le test combien de secteurs le cheval il a traversé. Maintenant, on utilise aussi des petits capteurs qu'on peut fixer sur les membres ou à la sangle qui mesurent ça un peu plus sophistiqué que juste de faire des petites croix dans chaque secteur que le cheval a traversé. La grégarité, là aussi, on peut laisser le cheval tout seul, regarder comment il réagit. Il y en a qui vont être plus stressés, moins stressés, etc. Ce qui est important, c'est qu'en soi, ce qu'on a pu montrer, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personnalité, en fait. C'est vraiment, par contre, il y a des personnalités qui vont être plus adaptées à certaines utilisations. Et puis c'est là maintenant que la recherche va se focaliser ou mettre toute son attention, c'est à essayer de mieux décrire quel type de personnalité de chevaux est plus adapté à telle ou telle utilisation. C'est aussi important de connaître la personnalité de son cheval ou d'être capable de l'évaluer un petit peu, parce que ça va avoir une grande influence sur la façon dont on va l'entraîner. Typiquement, un cheval, on l'a déjà un petit peu évoqué avant, mais un cheval qui aura tendance à être plus sensible, même tactilement, à être plus vite agacé quand il y a des choses qui le touchent, il va sûrement répondre beaucoup mieux à des pressions tactiles quand on veut l'entraîner qu'un cheval qui, de lui-même, quand on le touche, il préfère se figer puis pas bouger. Donc indirectement, comme ça a une influence aussi sur le bien-être du cheval. Et respecter sa personnalité, connaître sa personnalité, c'est vraiment quelque chose de très important. Dans tous ces points-là, de nouveau, je pourrais parler des heures de chaque trait. Il y en a un que j'aimerais évoquer, c'est le type de réaction face au stress. C'est aussi un sujet qui est très, très, très actuel dans la recherche scientifique en ce moment. Comment le cheval va réagir face à un stress et aussi comment le cheval va réagir face à une douleur.
En fait, c'est de là que sont venues les premières études. C'est qu'on a constaté que dans les cliniques vétérinaires, certaines catégories de personnalités, leur douleur est moins bien prise en compte. Un des meilleurs exemples, c'est les ânes. Je pense que Gilles, tu peux confirmer que les ânes, ils ont une façon d'exprimer leur douleur qui est beaucoup moins visible que certains pur sang arabes, quoi. Et il y a des équidés qui sous douleur, ils vont vraiment complètement se fermer et plus bouger. Et puis il y en a qui vont bouger, se tourner, voilà. Et puis celui qui bouge pas, c'est pas celui qui a moins mal que celui qui bouge. Et là, j'aimerais vous parler plutôt du stress de manière générale, quand quelque chose fait peur au cheval, par exemple. Là aussi, maintenant, évidemment, les gens dans la pratique l'ont déjà observé depuis longtemps, mais les études scientifiques ont vraiment pu montrer maintenant ces deux types de réactions face au stress. Donc il y a le type qu'on appelle proactif et le type qu'on appelle réactif. Donc le proactif, dans le langage courant, on dirait peut-être plutôt extraverti. Moi, personnellement, ça me parle un peu mieux. C'est le cheval qui, sous stress, va plutôt chercher à fuir ou à faire quelque chose, à bouger pour échapper à ce qui lui fait peur ou ce qui lui fait mal, par exemple. Alors que le cheval réactif, c'est celui qu'on appelle plutôt introverti, il va avoir une réaction plutôt passive par rapport à un stress. Donc dans un premier temps, il va plutôt rester figé, se durcir, plus trop bouger. Mais bien sûr, même ce cheval-là, quand ça devient trop, il va aussi finir par exploser. Et puis c'est là où ces chevaux, ils peuvent être parfois même plus compliqués ou plus dangereux, parce que si on n'est pas attentif et qu'on ne voit pas les petits signes, les signes plus discrets que ce cheval-là il montre, on peut peut-être aller trop loin et avoir un cheval qui tout d'un coup va exploser. J'ai une petite question par rapport Oui. à ça. Est-ce que selon le niveau de stress, la réaction va être différente? Ou est-ce que forcément un cheval qui a des réactions réactives va se figer et après exploser? Ou est-ce qu'il pourrait directement exploser? Bah, c'est quand même lié au niveau de stress. Quand le stress devient trop élevé, il explose. Par contre, on a une étude qui est en cours pour essayer de mettre en évidence les indicateurs, pour essayer de classer un petit peu les chevaux dans ces deux catégories. Et évidemment, comme souvent, on se rend compte que ce n'est pas deux catégories complètement distinctes. C'est un continuum entre les deux. Et il y a aussi, en fonction du type de stress, ou du type d'agent stressant, du type de stresseur, il y a des chevaux qui vont être plutôt de type proactif ou de type réactif. Mais si on revient à quelles personnalités sont adaptées à quelles utilisations, c'est vraiment un point qui est très très important et où maintenant on a un projet de recherche pour 4 ans pour essayer de mieux réussir à identifier ces chevaux-là. En les observant, évidemment pas en faisant un test génétique ou quelque chose comme ça, mais quelque chose qui soit utilisable pour la pratique. Donc si je devrais donner un message de fin, j'aimerais vraiment croire que l'utilisation du cheval et bien-être de l'animal, ils sont compatibles, et je pense qu'on aimerait tous ça. Donc c'est compatible, mais il y a quand même certains points qu'on se doit de respecter. Tenir compte du comportement naturel du cheval, évidemment, c'est fondamental. Et ce n'est pas juste des phrases en l'air comme ça, mais c'est vraiment des choses concrètes au quotidien qu'on se doit d'offrir à nos chevaux. Appliquer correctement les théories de l'apprentissage. Et là, j'ai mis juste quelques exemples. Éviter de générer de la douleur et de l'anxiété. Je pense que si on est dans une réflexion éthique de ce qu'on a le droit de faire avec les chevaux, comment on interagit avec eux, ça me semble évident et ce n'est pas non plus ce qu'on a envie. Je pense qu'à moins d'être un peu bizarre, on n'a pas envie que nos chevaux ils aient mal et qu'ils soient complètement stressés quand on interagit avec eux. Fractionner l'apprentissage en petites étapes, c'est aussi un point très important qu'on néglige souvent. On a l'impression que c'est une petite étape, mais en fait, on devrait probablement la faire encore plus petite. Et puis tenir compte des différents types de personnalités équines, ça veut dire être capable de les identifier et d'adapter les méthodes qu'on utilise en fonction de la personnalité du cheval.
Donc de nouveau, ce débat entre il faut utiliser des récompenses ou pas de récompenses, renforcement positif, négatif, finalement, il n'a pas vraiment lieu d'être parce qu'on a tout à gagner à connaître plusieurs approches, plusieurs façons de faire. Comme ça, on a une grande boîte à outils et on peut sortir le bon outil qui sera le plus adapté au cheval qu'on a en face de soi. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions ou des remarques surtout, si vous avez des points où vous n'êtes pas d'accord, ou dites-le, pas de problème. Ah, ben, ils sont épatés. Hein. Ou complètement saoulés. Ouais. Mm-hmm. Mm-hmm. Ouais. Mm-hmm. Bah ça c'est. De nouveau, je pense qu'il faut faire attention de ne pas faire des généralités comme ça, de dire la nourriture ça génère un stress, mais il faut être conscient que chez un cheval ça peut générer un stress. Et vu qu'il n'y a pas chez les chevaux, enfin sûrement dans d'autres domaines aussi, mais je ne connais pas d'autres domaines, mais chez les chevaux, on a beaucoup des grandes phrases comme ça, il faut pas, ça c'est pas bien, ça fait mal, ça les stresse. Mais finalement, je pense que notre responsabilité, c'est d'être capable de lire le cheval, chaque individu pour ce qu'il est, de regarder qu'est-ce qu'il exprime comme émotion. Et si je vois que quand je donne de la nourriture à mon cheval, ça le stresse plus que ça ne lui fait plaisir, eh bien oui, là je peux décider que pour ce cheval-là, soit je dois le faire d'une autre façon, je dois amener la nourriture d'une autre manière, l'entraîner à gérer la nourriture dans le contexte de l'entraînement, ou alors je prends la décision de ne pas lui donner de la nourriture. Mais le cheval, il exprime ses émotions et si on sait les lire, on peut vraiment s'adapter à ce qu'il a besoin au moment où il en a besoin. Et puis après, il y a encore un autre point. Est-ce qu'il y a des entraîneurs parmi vous, des gens qui ont des élèves, qui donnent des cours d'équitation ou comme ça? Voilà, il y en a beaucoup. Mm-hmm. Prendre le temps, et tout à coup, le cheval, il donne. Mm-hmm. C'est le cheval qui sait aussi montrer à l'élève comment il doit se mettre pour arriver à quelque chose. Mm-hmm. Bon, après, ça ne dure pas parce que moi, l'élève est surpris, il est là. Ah, ça marche. Il lâche tout, et le cheval, il lâche aussi. Et après, il va recommencer. Donc, des fois, ça peut être aussi l'inverse, c'est le cheval qui explique, Mm-hmm. laisse le temps à l'élève Ce que je voulais dire en demandant s'il y avait des entraîneurs, c'est que des fois, on se retrouve aussi confronté à des élèves, donc à l'humain, qui, lui, sera plus à l'aise avec une façon de faire ou l'autre façon de faire. Donc, on ne peut pas juste dire « fais comme moi je fais, puis ça fonctionnera », mais on doit aussi tenir compte de l'élève et de quelle méthode il est déjà d'accord d'appliquer ou de comment il est d'accord de l'appliquer et qu'est-ce qu'il est capable d'appliquer. OK, merci beaucoup. Ah, question? Mm-hmm. Là aussi, c'est intéressant parce que vous avez dit tu fais quelque chose, ça génère un stress, mais on pourrait aussi générer juste un inconfort, quelque chose qui fait que tu as envie de faire quelque chose pour que ça s'arrête, mais ça n'a pas forcément besoin d'être un immense stress. Ça peut aussi être juste un peu ça me chatouille ou ça m'embête. C'est vrai que des fois, on... Ouais. Mm-hmm. Mm-hmm. Ouais.
Mhm. Ouais. Mhm, merci. Voilà. Merci beaucoup, Anya.